Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en cette soirée du jeudi 6 août 2026. Dans les actualités de ce soir, 6 enfants ont perdu la vie à la suite d'une épidémie de rougeole dans le Fukuntani d'Ansongumba, commune d'Ambuchimanu, district d'Antsirabe 2. Selon les informations en provenance de la localité, d'autres enfants sont encore malades et suivent actuellement un traitement. C'est un reportage signé Rad Romananzatouv et James Horanjan Arman. Viva Antsirabe. En l'espace de 2 jours, 6 enfants sont décédés de la rougeole dans le Fukuntani d'Ansongumba, commune d'Ambuchimanu, district d'Antsirabe 2. Les 3 premiers décès ont été enregistrés le 4 août, tandis que les 3 autres sont survenus le 5 août. L'aîné de ces enfants était âgé de 7 ans et le plus jeune n'avait que 9 mois. Des examens réalisés sur place ont confirmé que la rougeole était bien la cause du décès de ces 6 enfants. Le directeur régional de la santé de Vaknakar a indiqué que certains enfants étaient déjà décédés à leur arrivée au centre de santé, tandis que d'autres ont succombé durant leur transfert vers une structure sanitaire. Selon les explications, les enfants décédés souffraient de malnutrition, ce qui a contribué à l'aggravation rapide de leur état de santé et conduit à leur décès. Toujours selon les autorités sanitaires, 3 autres enfants atteints de la rougeole sont actuellement pris en charge dans les centres de santé de la localité et leur pronostic vital n'est pas engagé. À noter que le vaccin contre la rougeole est disponible dans les centres de santé de base. Et puisqu'on est à Antsirabe, selon une déclaration faite hier par l'entreprise Madagascar Autruche, la ferme installée à Tivakinikam ou Antsirabe a fait l'objet de pillages. D'après leur explication, des individus se sont introduits sur une partie de son terrain et l'ont occupé alors même que l'entreprise dispose de titres de propriété depuis les années 1990. Des infrastructures, des cultures ainsi que des équipements de travail de l'entreprise auraient également été détruits et incendiés. Reportage. Au mois de novembre 2025, un groupe d'individus s'est introduit illégalement dans l'entreprise Autruche Madagascar à Tivakinikam ou Antsirabe. Ces personnes ont démoli la clôture et incendié un tracteur ainsi que plusieurs équipements utilisés par l'entreprise. L'entreprise affirme également que ces actes se sont poursuivis par une occupation du terrain. Plusieurs personnes y auraient construit des habitations, pratiqué des cultures et auraient volé du matériel, tout en proférant des menaces à l'encontre des employés de l'entreprise. Selon la société, de nombreuses rumeurs circulent actuellement dans la localité afin d'encourager les pillages et l'occupation de terrain. Elle souligne clairement qu'elle détient tous les documents légaux justifiant sa propriété. L'affaire a déjà été portée devant la justice. Selon le communiqué, le tribunal a émis des avis de recherche contre certaines personnes et les poursuites se poursuivent à l'encontre des suspects impliqués dans cette affaire de pillage et d'occupation illégale de terrain. Restons toujours à Antsirabe, fille d'Anjiatompune a été nommée président de la délégation spéciale au PDS de la commune urbaine d'Antsirabe. Parmi ses priorités figurent la restauration du rayonnement d'Antsirabe ainsi que la mise en place de solutions durables aux problèmes auxquels cette ville est confrontée. La cérémonie de passation de service entre lui et l'adjoint au maire s'est tenue aujourd'hui. À l'issue des échanges avec les agents de la commune, ces derniers ont immédiatement repris leur travail. Revenons dans la page faits divers. Un drame s'est produit hier vers 23h30 dans le Fukuntani de Bealana 2. Une fillette de 4 ans a perdu la vie dans l'incendie qui a entièrement détruit une habitation. Selon les informations, le drame aurait été précédé d'une violente dispute conjugale. L'altercation aurait dégénéré en violence car les protagonistes étaient alcoolisés, contraignant la mère de famille à fuir avec son nouveau-né et son enfant de 6 ans afin de sauver leur vie. Dans la précipitation, la fillette de 4 ans qui dormait déjà est malheureusement restée à l'intérieur de la maison. Elle n'a pas pu trouver d'issue lorsque les flammes ont embrasé l'habitation. D'après l'enquête menée par la police nationale à Bealana, l'incendie pourrait avoir été provoqué volontairement après le départ de la mère et de ses 2 enfants. Le père de famille âgé de 35 ans est soupçonné d'être l'auteur de cet incendie et est actuellement recherché par les forces de l'ordre.
Dans les informations de ce jour également, page politique, un accord politique constitue une étape incontournable lorsqu'un pays traverse une période de crise comme c'est le cas actuellement. Cela fait d'ailleurs partie des conditions posées par les partenaires internationaux et ne peut être évité, notamment pour un pays comme Madagascar. Le colonel Randrianirina a déjà évoqué la tenue d'un dialogue politique. Reportage. La dernière réunion extraordinaire de la SADC consacrée à Madagascar a insisté sur la nécessité d'organiser une concertation ouverte à tous ou un dialogue inclusif afin de rechercher une solution à la crise politique actuelle. Today's decisions send a clear message to all stakeholders in Madagascar. Firstly, that the success of the national consultation and reform process depends on the participation and good faith of all actors, and may I say, all stakeholders. We therefore urge all parties. Second, we emphasize that inclusivity and transparency are essential conditions for legitimacy. We call on the government of Madagascar to ensure that consultations are genuinely representative and that implementation is guided by impartiality and neutrality. L'Union africaine et les Nations unies ont également réaffirmé la nécessité de cette concertation ouverte à tous et un dialogue inclusif dans le communiqué de synthèse de la mission spéciale qu'elles ont menée à Madagascar le 18 juillet dernier. L'Union africaine et les Nations unies réaffirment leur attachement au principe d'appropriation nationale du processus. Elles visent à accompagner les efforts conduits par les acteurs malagasy afin de favoriser un dialogue constructif, renforcer la confiance entre les parties et soutenir l'émergence de solutions durables portées par les Malagasy eux-mêmes. Ainsi, nous ne pouvons nous soumettre aux recommandations formulées par la communauté internationale, même si les partisans de l'actuel régime de transition s'efforcent de les contester. En Égypte, le colonel Randrianirina a déclaré qu'un dialogue politique devait impérativement être organisé parallèlement à la concertation nationale. Comme lors de toutes les crises politiques que le pays a déjà traversées et celles que l'on observe ailleurs dans le monde, la solution à la crise actuelle passe nécessairement par un accord politique issu d'une concertation entre toutes les forces politiques. Dans les actualités économiques, Maurice continue de reculer et n'occupe plus que la 18e place parmi les pays destinataires des exportations malagasy. Pourtant, de nombreux secteurs d'activité mauriciens pourraient être approvisionnés depuis Madagascar, notamment celui de la pierre industrielle. L'un des principaux obstacles reste l'insuffisance de plateformes d'échange structurées entre les opérateurs économiques des deux pays. Reportage sur les images de Nzara Ranjianso. Un peu plus de 1000 km séparent Madagascar de l'île Maurice. Pourtant, l'écart entre les deux pays est bien plus important dans le domaine des affaires. Maurice ne se classe encore qu'au 18e rang des destinations des exportations malagasy. La valeur de ces exportations ne s'élève qu'à environ 35 millions de dollars. Or, de nombreuses matières premières et de nombreux produits malgaches sont recherchés sur le marché mauricien, en particulier par les entreprises. Il est donc nécessaire de renforcer les relations entre les deux pays et de rapprocher leurs opérateurs économiques. L'absence d'une plateforme d'échange professionnelle et pérenne constitue depuis longtemps un obstacle majeur. Un événement économique destiné à améliorer la coopération entre les entrepreneurs mauriciens et malgaches se tiendra les 13 et 14 août prochains. Environ 75 entreprises mauriciennes sont attendues à cette occasion. Et comme nous l'avons déjà rapporté hier dans notre journal, la Banque centrale de Madagascar poursuit le renforcement de sa politique monétaire. Le taux directeur est désormais fixé à 12,5%, soit une hausse de 0,5 points. Une décision qui vise à maîtriser l'inflation, mais qui pourrait également avoir des répercussions sur les ménages, les entreprises, mais aussi la croissance économique. Les détails dans ce reportage de Ruth Ristel, Rakout Malal. Lorsqu'il y a une hausse du taux directeur, le coût de l'argent emprunté par les banques commerciales auprès de la Banque centrale augmente. Les taux d'intérêt appliqués par ces banques sur les crédits accordés aux particuliers et aux entreprises peuvent également progresser. Conséquence directe, emprunter de l'argent devient plus coûteux. Cela peut retarder certains projets d'investissement et décourager la demande de crédit. De manière générale, lorsque les dépenses des consommateurs diminuent, la demande sur le marché baisse également.
C'est justement l'objectif recherché par la Banque centrale, réduire les pressions inflationnistes et éviter une hausse excessive des prix. Mais cette politique a aussi d'autres effets. La baisse de la consommation et des investissements peut ralentir l'activité économique. À l'inverse, l'augmentation des taux d'intérêt peut encourager les ménages à épargner davantage auprès des banques. Les placements deviennent plus attractifs grâce à des rendements potentiellement plus élevés. Cela peut également contribuer à maintenir la stabilité de la valeur de l'arrière. L'enjeu est donc de trouver un équilibre, maîtriser l'inflation sans trop freiner la croissance économique. Les prochains mois permettront d'évaluer progressivement les effets de cette décision à travers l'évolution des prix, l'accès au crédit et la création d'emplois. Le nombre de jeunes poursuivant leurs études à l'étranger a augmenté de 80% au cours des 10 dernières années, selon ce centre d'accompagnement des étudiants situé à Ivange. Le Canada, l'Allemagne et la Malaisie figurent aujourd'hui parmi les destinations les plus prisées. Reportage toujours de Ruth Christelle Hakout-Malal et Yves Janel. Pour de nombreux jeunes, poursuivre des études à l'étranger représente une solution face à la situation actuelle à Madagascar. Ce jeune homme, par exemple, s'apprête à partir en Allemagne. Il avait entrepris les démarches administratives depuis longtemps, mais ses demandes avaient toujours été refusées. Cette fois-ci, il a finalement obtenu son admission. Là-bas, il continuera ses études en tant qu'infirmier, en même temps, il travaillera. L'absence du fonds de garantie exigé constitue l'un des principaux obstacles au départ des étudiants à l'étranger. S'ajoute également la crainte que les jeunes ne reviennent pas au pays après leurs études. Outre l'Allemagne, les pays anglophones comme les États-Unis, le Canada et la Malaisie suscitent un vif intérêt auprès des étudiants. En 10 ans d'existence, les responsables de ce centre ont constaté une forte hausse des demandes de départ pour des études à l'étranger. Et les jeunes explorent d'autres horizons que la France, soutient Jackie Van Ambinen, directeur de cette agence située à Ivange. Les jeunes qui souhaitent partir étudier à l'étranger doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, car les mentalités et les exigences y sont différentes de celles de Madagascar. Sur le plan financier, il faut prévoir environ 10 000 $ par an pour étudier au Canada ou aux États-Unis et 10 000 € par an pour certains pays d'Europe. Il existe toutefois des universités publiques où les frais de scolarité sont gratuits. Pour la Malaisie, il faut compter environ 5 000 $, tandis que pour l'île Maurice, les frais débutent à partir de 1 000 $ via ce centre d'accompagnement. Dans l'actualité sportive de ce soir, la Ligue régionale du Vaknakarach fait partie des 6 ligues qui accueillent le championnat de Madagascar de football, 2e division masculine et le championnat de football féminin. La compétition a débuté hier et réunit 4 équipes masculines ainsi que 3 équipes féminines qui disputeront chacune des rencontres aller et retour. Les détails dans ce reportage de James Ranjian Arman, un correspondant de Viva. La ville d'Intirabé accueille au stade Vélodrome la première phase du championnat de Madagascar de football, 2e division masculine et du championnat de football féminin. La compétition a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 15 août. Plusieurs ligues régionales participent dans ces catégories, dont celle de Vaknakarach. Les rencontres ont eu lieu tous les 2 jours et chaque équipe dispute les matchs aller et retour. 4 équipes du 2e division masculine et 2 équipes féminines participent à cette compétition à Intirabé. Lors de cette première journée, le club Disciple FF, représentant de Vaknakarach, s'est imposé par 5-0 face à la GSM de Menabé. Le match suivant a opposé Zanagas de Manakar au FC Baobab de Menabé. Zanagas l'a emporté par 3-0. La 3e rencontre a mis aux prises l'équipe de la Gendarmerie nationale et le FC Avenir d'Inti-Motsnanen. La Gendarmerie nationale s'est largement imposée sur le score de 7-2. Rappelons que le club Disciple FF représente Vaknakarach dans la catégorie féminine lors de la compétition. Dans la catégorie masculine 2e division, le GNFC représente Vaknakarach.
Et poursuivons ce journal dans la page internationale. Alors que la République démocratique du Congo fait face à la 17e épidémie d'Ebola, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé hier à intensifier la riposte et à mieux protéger les personnels en première ligne. Un total de 394 cas confirmés dans 1751 décès ont été signalés par les autorités depuis mi-mai. Les détails dans ce reportage de France 24. Opération de soins, de désinfection. Ici, tout est vrai, ou presque. Ces médecins sont encore en formation. Dans ce centre près de Nairobi, au Kenya, ils sont 200 à avoir déjà été préparés à affronter l'épidémie d'Ebola. Nous organisons cette formation pendant 3 jours et leur donnons des informations de contexte sur l'épidémie, comment gérer les patients atteints d'Ebola, comment se protéger en tant que personnel de santé avant, pendant et après cette épidémie. Objectif donc, que ces professionnels de santé deviennent opérationnels très rapidement. 40% des médecins formés ici sont envoyés là, en République démocratique du Congo, où la 17e épidémie d'Ebola fait rage. Mi-mai, le premier cas avait été détecté dans la province d'Ituri, au nord-est du pays. Depuis, les contaminations se sont multipliées dans 4 autres provinces. Près de 4000 cas ont été confirmés et plus de 1800 personnes sont décédées. Le nombre de cas de ce nouveau variant d'Ebola, la souche Bundibugyo, est déjà plus élevé que lors de la dernière épidémie dans le pays entre 2018 et 2020. L'OMS, dont le directeur s'est rendu sur place ce mercredi, appelle à intensifier la réponse médicale. Dans la ville de Bunia, capitale de l'Ituri et épicentre de l'épidémie, le plus grand centre de détection et de traitement d'Ebola vient de sortir de terre. Nous avons plus de 300 personnels qui vont travailler dans ce centre et nous comptons sur la communauté pour pouvoir accélérer le processus d'identification des cas. Dans le même temps, les travaux pour parvenir à créer un vaccin efficace contre ce nouveau variant se poursuivent. Fin juillet, un volontaire britannique a reçu la première dose d'un vaccin développé à Oxford. D'autres sont en phase de test ailleurs dans le monde, mais aucun n'a encore été validé. Et le trafic aérien en Allemagne, à l'aéroport de Leipzig, justement dans l'est de l'Allemagne, a été temporairement interrompu dans la nuit de mardi à mercredi après la découverte d'un drone transportant un engin explosif non identifié. Un deuxième objet volant non identifié aurait également percuté un avion cargo en vol, ont par ailleurs indiqué hier les enquêteurs allemands. Le point avec France 24. Un robot démineur inspecte en pleine nuit le tarmac de l'aéroport de Leipzig. Un drone équipé d'explosifs vient tout juste d'être repéré à quelques mètres seulement de ces avions d'Antonov Airlines, une compagnie de fret ukrainienne. Peu de temps après, un appareil DHL percute en plein vol un objet volant. L'avion venait d'être dérouté suite à la fermeture de l'aéroport. Il n'est heureusement que légèrement abîmé. Berlin dénonce une éventuelle attaque hybride, une menace prise extrêmement au sérieux. Je comprends tout à fait l'intuition selon laquelle ces menaces ne sont pas l'œuvre d'amateurs. Elles exigent au contraire une préparation et une exécution très professionnelles. Cela représente un nouveau niveau de menace. Pourquoi cet incident inquiète-t-il autant ? L'aéroport de Leipzig est un hub logistique clé pour l'OTAN. Il permet l'acheminement de matériel et de civils vers l'Ukraine que Berlin soutient activement depuis le début de l'invasion russe. Alors selon l'ambassadeur ukrainien en Allemagne, la responsabilité de cet incident incombe sans aucun doute à Moscou. Berlin évoque la possible implication de puissances étrangères. Une enquête antiterroriste a été ouverte. Et pour terminer, partant au Moyen-Orient, Téhéran a affirmé hier s'être mis d'accord avec Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans le détroit d'Ormuz. La réouverture de cette voie maritime dépendra cependant des actions de Washington qui a de son côté imposé un blocus des ports aériens selon des sources de la République islamique. France 24. Dans le détroit d'Ormuz, Téhéran se pose en maître du jeu et resserre son contrôle sur ses eaux stratégiques. Selon la diplomatie iranienne, un accord conclu avec Oman permettrait l'ouverture d'une nouvelle voie maritime
viable selon elle pendant 2 à 4 mois. Les coordonnées géographiques du tracé envisagé par les deux parties ont été approuvées. Les relations entre les deux pays s'étaient tendues en juin dernier après l'échec de l'accord entre Washington et Téhéran sur la réouverture du détroit. L'Iran refusait un retour à la situation d'avant-guerre et n'autorisait qu'un seul couloir de navigation le long de ses côtes, ici en rouge. Oman avait alors ouvert une route alternative plus au sud dans ses eaux territoriales, une initiative qui avait provoqué la colère de Téhéran. Si le nouveau tracé négocié cette fois entre les deux pays n'est pas encore connu, le projet d'accord donnerait à Téhéran le contrôle des entrées des navires dans le Golfe. Un avantage stratégique face à Washington qui affirme de son côté que l'ouverture du détroit est imminente. Ça pourrait arriver demain ou après-demain. Beaucoup de progrès ont été faits. L'Iran veut un accord, il ne veut pas être frappé. Téhéran dément toujours toute négociation avec Washington et assure que les discussions menées avec Oman ne garantissent pas à ce stade la sécurité du trafic dans le détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme de ce soir et bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.